Bonjour à tous et bienvenue dans les Petites Chroniques du Musée, l'émission qui vous permet de découvrir les seigneurs de Crépy par des anecdotes historiques ou des mystères architecturaux liés à leur château. Aujourd'hui, nous allons découvrir le cinématographe au château. Les frères Lumière ont breveté leur cinématographe en février 1895. Le 28 décembre de la même année, ils organisent la première projection publique. Le cinéma est né. Il se développe très rapidement dans les villes grâce à des spectacles ambulants. Les films diffusés à cette époque sont appelés des sérials. Ok, mais c'est quoi un sérial ? Il s'agit de fictions très courtes, diffusées semaine après semaine dans la même salle de cinéma. Plusieurs sont diffusés lors de la même soirée. C'est les séries de l'époque. En France, la production est assurée par des groupes comme Pathé ou Gaumont. Celle-ci va chuter suite à la Première Guerre mondiale et au développement du cinéma hollywoodien, ce qui entraîne une baisse de production des grandes entreprises françaises. À Crépy, ces spectacles ont lieu au Vieux Château et, plus précisément, dans l'ancienne salle du bailliage, qui est actuellement la salle des traditions de l'Archerie. En effet, cette salle servait déjà de théâtre, mais également pour accueillir des conférences, des cours de musique, des spectacles de prestidigitation, de phénomènes occultes, très à la mode. Les salles avaient donc déjà été réaménagées pour le théâtre. Le sol avait été abaissé pour la fosse des musiciens et le public. Des galeries ont été installées au fond de la salle, et une selle donnant sur des coulisses aménagées. Le 23 mai 1919, Madame Clara Jambon fait une demande à la municipalité afin de louer le théâtre pour y installer un cinématographe. La région ne compte alors que 2 cinémas, à Cire-les-Mélos et à Creil. Le conseil municipal, n'étant pas au complet à la suite de la guerre, ne donne qu'un avis provisoire, tout en reconnaissant l'apport financier qu'une telle installation apporterait à la ville. 10 francs par représentation, soit 1000 francs par an, ainsi que les contributions pour les pauvres. En effet, Crépy a mis en place une caisse de bienveillance pour les nécessiteux, nombreux après la guerre. Madame Jambon avait par ailleurs déjà investi dans ce lieu en restaurant le théâtre, alors en piteux état, sans demander l'aide de la municipalité. Elle obtient donc le droit de donner des représentations cinématographiques les samedis, dimanches et lundis, voire les jeudis matins, jour vaqué des écoles. Dès le 20 décembre de la même année, sa fille, Charlotte Blouza, reprend l'entreprise. Elle demande alors la prolongation du bail pour 9 années. Le 10 janvier 1920, le nouveau conseil municipal entérine la prolongation du bail, mais en modifie certaines clauses. Nous apprenons alors que la location comprend une buvette, une salle de représentation avec scène, 2 coulisses dont une pièce à feu, c'est-à-dire une pièce comprenant une cheminée. Madame Blouza a alors l'usage du lieu les samedis et dimanches, ainsi que les jours de fête légaux. Il n'est plus question de représentation les lundis et les jeudis. Le montant des revenus qu'elle doit verser à la municipalité est réévalué. En plus des 10 francs par représentation, elle doit 15% du montant des recettes brutes, soit 3000 francs par an, qui alimentent les caisses du bureau des bienfaisances, auxquelles s'ajoute 10% de plus du droit des pauvres, taxe identique mais prélevée par l'État. Ce bail est à l'avantage de la municipalité, car Madame Blouza doit également payer de nombreux frais, comme l'entretien du bâtiment, sauf la toiture, le salaire du pompier lors des représentations, le loyer de la loge de la concierge, les assurances et les impôts de la commune sur les propriétés du château. Elle doit également mettre à disposition de la municipalité 20 places en demi-tarif le dimanche matin pour les enfants des écoles communales et 20 places demi-tarif le dimanche soir pour la classe ouvrière. C'est d'ailleurs la commune qui détermine le prix des places. Cette mainmise s'inscrit tout à fait dans les visées sociales du maire Jean Vassal, visant à démocratiser la culture, notamment en direction du monde ouvrier. Dès la fin de l'année 1920, Madame Blouza laisse la propriété du cinéma à Monsieur Laugier. Il n'est pas possible de connaître les revenus exacts du cinéma, car nous n'avons aucune information sur la fréquentation à cette époque. Mais nous savons que la ville de Crépy a touché 3 680,94 francs en 1922. Nous voyons là que la municipalité a pris conscience du potentiel économique du cinéma et protège cette entreprise en s'engageant à ne pas autoriser l'installation de notre cinéma durant 3 ans. Il change plusieurs fois de nom. D'abord Ciné-Théâtre, il devient le Cinéma-Théâtre de Crépy-en-Valois, afin de donner un aspect plus professionnel à l'entreprise. En 1922, il est nommé Cinéma Pathé du Valois. Cette intégration au réseau Pathé, qui distribue des films en location depuis 1904, permet d'étoffer le catalogue de films disponibles. En 1930, c'est la Paramount qui fournit les films à Crépy. Puis, de 1930 à 1936, la société Éclair. La location se fait au mètre de pellicule et coûte entre 40 et 500 francs en fonction de la longueur, mais aussi de la date de passage. En effet, plus ils ont été passés et moins ils sont chers.
En 1925, le contrat stipulant qu'aucun autre cinéma ne sera installé dans la ville n'ayant plus cours, M. Cardin installe une entreprise concurrente dans l'ancienne usine à chapeaux. Les élus protègent quand même le cinéma du château et ses bénéfices en lui demandant de changer ses jours de représentation. M. Loger aura la direction de l'établissement jusqu'en 1926, date à laquelle M. Rigoureau le remplace. Son successeur, M. Zonte, en prendra la tête en 1930 et verra donc l'apparition des premiers films parlants cette même année, mais également du Technicolor en 1934. En 1936, la municipalité fait construire une salle dédiée, l'Eden Cinéma, dans la rue Nationale, qui perdurera jusqu'aux années 50. La dernière représentation au château aura lieu le dimanche 8 août 1936, avec la diffusion de Tout au vainqueur, un drame sportif où un jeune boxeur épris d'une charmante veuve se laisse griser par la gloire et les belles manières d'une frivole héritière.